Eh bien, bonjour à tous. Je vois que vous êtes nombreux, c'est-à-dire que j'ai réussi à vous hyper avec mon talk, et ça fait plaisir. J'aimerais commencer par vous poser une petite question. Qui ici a déjà lancé un projet perso juste pour tester une techno hype? Bon, quasiment une bonne partie de la salle. Et deuxième question, qui a réussi à envoyer son projet en prod ou du moins aller jusqu'au bout? Euh, Quand même beaucoup moins. C'est un truc qui a tendance à nous arriver assez souvent quand on travaille dans le dev. Et moi, c'est ce que j'ai vécu il n'y a pas longtemps. Chez JetDev, je suis passé entretien technique. Je me suis dit c'était une bonne opportunité de démarrer un nouveau projet perso. Et du coup, j'ai fait une appli pour faire passer les entretiens tech. Et bon, même si c'est un projet perso, j'ai fait ça bien. C'est-à-dire que je me suis fait un petit backlog, 10-15 features, estimé à 2-3 semaines. Bon, après, les estimations, quand on est dev, on connaît, mais c'est jamais vraiment très précis. Et cette application, j'aurais pu la faire en TDD, piloter mes devs par les tests. J'aurais pu la faire en BDD pour piloter mon dev par le comportement. Et moi, j'ai décidé de le faire en HDD, en Hype Driven Development. Ça veut dire que, je pense que c'est une méthodologie qu'on utilise, mais de manière inconsciente. Mais moi, je l'ai fait de manière consciente, je me suis mis des règles. C'est-à-dire que je prends des technos qui me hype, je me fais plaisir. Par contre, je me limite sur des langages connus parce que le truc, il faut le sortir un jour. Donc, je me mets une deadline à 2 mois au cas où ça dépasse. Et je me mets quand même un objectif, un MVP fonctionnel à la fin que je pourrais utiliser sur le terrain. Euh, du coup, ni une ni deux, j'attrape mon clavier, mon IDE préféré, merci JetBrains, et je pars sur Astro à l'époque. Je me dis, bon, c'est un framework front, ça correspond à ce qu'il me faut. Évidemment, je n'avais pas fait de recherche, et après une semaine et demie, je me rends compte que c'est pas du tout adapté à ce que j'ai besoin. Ça me fait perdre beaucoup plus de temps que ça m'en fait gagner, même si le framework est très bien. Et du coup, heureusement, parce que cette semaine-là, j'avais vu un documentaire sur YouTube sur la création de Svelte. Et je ne sais pas si vous savez, mais c'est le genre de documentaire qui est vraiment bien fait. Ça vous donne une impression que c'est le framework qui va révolutionner le monde du développement, que le créateur, dans ce cas-là Rich Harris, il a une vision vraiment, c'est ultra inspirant. Du coup, évidemment, j'ai tout réécrit en Svelte et j'ai cramé les 3 semaines initialement prévues pour faire l'outil. Et là, du coup, elle n'avait pas fini de m'attraper parce qu'après, elle m'attendait autour d'un verre de bière, après un afterwork où j'ai pu discuter avec un collègue pendant 1 heure comme quoi le full stack JS c'était peut-être l'avenir et qu'il fallait que j'essaye. Donc évidemment j'ai fait quoi? J'ai tout réécrit en JavaScript. Et ça a duré comme ça pendant 2 mois où j'ai rajouté à la fois des technos de plus ou moins hype, plus ou moins anciennes ou nouvelles, si bien qu'à la fin, il n'y avait plus aucune techno qui était en commun avec ce que j'avais au début. Et on est arrivé à la deadline des 2 mois. Donc je me suis dit, c'est le temps de faire le point, je vais regarder où j'en suis. Et donc résultat, j'ai testé plein de choses. Ça c'est cool, parce que j'ai aussi appris plein de choses. Par contre, je me suis pris des murs, moins cool. Parce que j'avais des technos qui étaient instables, il y avait encore des bugs parfois, il n'y avait pas assez de documentation. Par contre, les bugs, c'était une opportunité, parce que du coup, j'ai pu, pour la première fois, contribuer à de l'open source. J'ai pu créer des issues sur ces projets et aider à les fixer, ce qui m'a permis de faire avancer d'autres projets. Par contre, mon projet à moi, il n'était pas du tout utilisable. J'avais fait la moitié du backlog, c'était pas du tout prêt pour l'entretien tech. Et du coup, j'ai fait un constat, c'est que la hype m'a emporté. J'ai pas du tout eu mon développement piloté par la drive, c'est plus moi qui ai fait courir après la hype et j'ai rien fait de concret. Du coup, je me suis servi un petit café, j'ai respiré un bon coup et j'ai un petit peu regardé autour de moi, j'ai essayé de prendre du recul sur cette situation. Et je me suis dit, les choix de techno précipités, perdre du temps parce qu'on est sur des technos qui sont encore immatures, où il n'y a pas la documentation, c'est quelque chose que j'ai déjà vu sur le terrain, c'est quelque chose que j'ai vu souvent même malheureusement. Du coup, j'ai essayé de prendre un peu de recul là-dessus, de regarder autour de moi s'il y avait des talks qui traitaient déjà de ce sujet, et j'en ai pas trouvé beaucoup. Du coup, j'ai ouvert Google Doc et j'ai commencé à écrire ce talk. Brièvement, moi c'est William Lemans, je suis cofondateur et directeur technique chez JetDev, et mes 2 gros sujets de passion, c'est le système design et tout ce qui touche à la developer experience. Et du coup, aujourd'hui, j'ai envie de vous embarquer avec moi dans le train de la hype. J'ai envie de vous montrer comment la passion peut servir de locomotive à ce train et comment la raison va nous servir d'aiguillage. Du coup, la passion, commençons par ça. Si on est dans cette salle aujourd'hui, c'est parce que le monde du développement, le rôle de développeur, c'est quelque chose qui nous anime plus qu'un simple métier. Alors certes, pour certains, c'est juste une passion, pour d'autres, ça reste un métier, mais pour beaucoup d'entre nous, on a la chance de faire ce qu'on appelle un métier passion, c'est-à-dire qu'on gagne notre vie en faisant quelque chose qu'on kiffe vraiment. Et ça implique certaines choses. Notamment, comme on est des gens passionnés, on a toujours une soif de découvrir des nouvelles choses. Et
on a de la chance, on est dans le monde de la tech. Ça veut dire qu'il y a des flux incessants de nouvelles technologies. Donc des choses à découvrir, il y en a toujours plus. Ensuite, notre principale ressource à nous, c'est le temps. Bon, certes, on a besoin d'un peu de jus de cerveau et d'électricité pour faire tourner notre machine, mais grosso modo, pour expérimenter, c'est facile. Souvent, une ligne de commande dans un terminal, on ouvre la doc et on peut commencer à jouer avec la techno. Et du coup, ces trois éléments, mis ensemble, ça fait de nous des gens qui sommes assez sensibles à la hype. On y est très exposé en plus. La hype, j'en parle depuis tout à l'heure, mais je vais quand même poser une définition dessus, ça fait toujours bien. La hype, en gros, c'est un engouement intense, souvent temporaire, autour d'une techno ou d'un concept. Et cette hype, elle est partout. Elle est ici, en conférence. Suffit de voir le nombre de side projects qui vont se lancer semaine prochaine avec toutes les technos qu'on aura vues ici et qui seront sûrement jamais envoyées en prod ni même terminées. La hype, on la rencontre aussi quand on va à un meet-up, par exemple, au Fontaine Beers, et que quelqu'un vous parle de Flutter pendant 1 heure et vous vous dites super, j'ai envie de faire une application en Flutter maintenant. Elle est sur YouTube, elle est sur X, elle est vraiment partout autour de nous. Et elle façonne vraiment notre industrie. Et elle nous amène beaucoup de points positifs. C'est pas juste du vent. Déjà, en termes de motivation, le fait d'avoir envie de se former, de découvrir des nouvelles choses, nous, c'est un moteur qui nous pousse justement à nous former, à trouver d'autres manières de résoudre les problèmes qu'on rencontre. Et ça nous récompense d'une certaine façon, parce que ça nous donne des opportunités professionnelles. Les entreprises aussi, elles veulent montrer qu'elles sont à la pointe de la technologie, qu'elles suivent les tendances, et du coup, elles vont vouloir attirer des talents sur ces différentes technologies. De plus, les techno-hype, ou les frameworks, les outils, ça fédère. Il suffit de voir le nombre de meet-up qui se créent constamment dès qu'il y a quelque chose qui se lance. On le voit en ce moment avec les LLM, l'IA générative, on l'a vu avec la blockchain, le Web3. Ça fédère énormément. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de professions où, après avoir passé une longue journée à coder, on s'empresse d'aller voir une conf sur un sujet proche de ce qu'on a fait toute la journée et d'aller d'échanger avec plein de confrères autour d'un verre. Et ça, en plus, c'est important parce que le fait de se créer un réseau comme ça, c'est super important pour notre carrière professionnelle. Enfin, vraiment un élément qui touche vraiment toute l'industrie, c'est l'innovation. Si vous créez un outil, vous voulez que des gens l'utilisent, il va falloir créer la hype. Et pour créer la hype, on est obligé d'arriver avec des nouvelles solutions créatives, on est obligé vraiment de pousser l'innovation à son max. Donc, la hype, ce n'est pas uniquement du vent, c'est vachement bien, il y a plein de points positifs. Par contre, malheureusement, on n'est pas dans le monde des bisounours. Il y a aussi des pièges, il y en a pas mal. Il y a notamment la pression sociale. Ça, c'est le fait de la peur peut-être de rater un train en marche, de voir une techno arriver, ou bien de se dire je vais faire comme tout le monde parce que tout le monde fait ça. Ça explique aussi potentiellement pourquoi on est quasiment tous sur des microservices, alors qu'on n'a probablement pas tous besoin d'être sur 10 microservices. Ça, c'est un autre débat. Ensuite, il y a les technos immatures. Parfois, on a envie d'aller plus vite que la musique. Et ça veut dire qu'on va se lancer directement sur des technos qui ne sont pas du tout ready pour la production. Alors on va retrouver des bugs, des instabilités. Mais surtout, pour un projet perso, c'est pas trop grave. Parce qu'on se dit, j'aurais perdu du temps. Voilà. Quand on est sur un projet un peu sérieux en entreprise, c'est des gros risques financiers potentiels. Et il ne faut pas oublier qu'une techno qui vient d'apparaître, potentiellement, elle peut disparaître tout aussi vite. Et là encore, c'est des risques. Enfin, on a la distraction permanente. Quand on passe son temps à sauter d'un framework à l'autre, on ne prend pas de temps de creuser vraiment. Le jour où on a besoin d'utiliser la techno, on se rend compte qu'on ne la connaît pas plus que ça, qu'on est potentiellement qu'un dev de surface là-dessus, et on est obligé de reprendre tout l'apprentissage. Heureusement, ces pièges, il y a moyen de ne pas tomber dedans, tout en profitant quand même des avantages de la hype. Et du coup, pour maîtriser la hype, il y a des outils. Je les ai mis en 3 catégories. La première, c'est rester critique. C'est vraiment ce qu'on peut faire avant. Qui ici fait régulièrement de la veille techno? Donc, quasiment tout le monde. Je pense que dans toute ma carrière, j'ai jamais rencontré un développeur qui m'a dit non, moi je fais pas de veille techno. Par contre, la veille techno, ça ne veut pas dire forcément je mets une vidéo YouTube qui me présente un nouveau framework en arrière-plan, ou je lis en diagonale un article de blog. La veille techno, je pense que c'est là où l'expérience d'un développeur brille plus. C'est quand on arrive à faire la part des choses entre ça, c'est du blabla commercial, ou ça apporte vraiment quelque chose parce que j'ai pris le temps de comprendre ce que c'est. Et pour nous aider dans la veille techno, il y a des outils. Moi, j'ai décidé de vous parler des radars technologiques, entre autres. Vous en avez un célèbre, c'est le Gartner Hype Cycle, c'est le radar de Gartner qui se base sur le Hype Cycle de Gartner. L'idée, c'est quoi? C'est qu'on voit le lancement de la techno. On a vraiment les attentes qui montent en flèche. On se dit, c'est la nouvelle techno qui va tout révolutionner.
On arrive à un sommet des attentes surdimensionnées, et là, on commence à se rendre compte que la techno, en fait, elle n'est pas magique, elle ne fait pas tout pour vous. On tombe dans ce qu'on appelle le creux des désillusions, donc les attentes baissent. C'est là que, malheureusement, parfois, il y a des outils, des frameworks qui disparaissent complètement. Mais par contre, pour certains, il va y avoir des gens qui vont continuer à l'utiliser, qui vont comprendre que dans certains cas d'utilisation ou de certaines manières, eh bien, on arrive à avoir quelque chose d'efficace. On va faire une pente de consolidation qui nous amène vers un plateau de productivité. Un autre type de radar qui existe, c'est celui de Southworks. Lui, il vient vous donner les techniques, les outils, les frameworks, les plateformes, dans 4 catégories, de l'extérieur vers l'intérieur. On vous dit quand il vaut mieux attendre et pas toucher tout de suite à cette techno, quand c'est le moment de l'envisager, puis ensuite quand c'est le moment de l'essayer, et puis quand on peut l'adopter parce qu'elle est éprouvée. Par exemple, ici, Astro, quand j'ai fait le screenshot il y a quelques semaines, il était dans la partie essayer. Donc ça avait du sens que je le mette dans mon projet. Par contre, moi, ce qui a pêché, c'est le fait que, pas que la techno soit immature, c'est le fait que ça n'était pas du tout adapté à mon besoin. Et pour ça, j'ai un outil dont j'ai envie de vous parler, qui mérite un talk à lui tout seul d'ailleurs. Donc trigger warning, pour ceux qui connaissent bien les ADR, je vais prendre des raccourcis pour donner les grosses lignes. Mais concrètement, un ADR, c'est quoi? Un Architecture Design Record. C'est un document que vous allez créer quand vous allez prendre une décision technique sur un projet. Et dans ce document, vous allez mettre le contexte. Vous allez un petit peu décrire donc pourquoi je dois prendre une décision. Par exemple, la décision, ça peut être est-ce qu'on part en microservice? Est-ce que mon front, je le fais dans telle ou telle technologie? Ensuite vient la partie la plus importante, décision. Là, on va lister toutes les options qu'on a, les pour, les contre, et on va vraiment essayer de créer un cheminement logique. On va essayer de se détacher aussi de l'affectif qu'on peut avoir parfois avec des technologies où on se dit non, moi je suis sûr que je vais utiliser ce framework, je le connais bien. Là, on est obligé de prendre du recul. Ce document, en plus, on va le présenter à toute notre équipe, ou du moins aux personnes concernées. Ça veut dire qu'on va devoir vraiment rester un petit peu en recul, montrer ça à tout le monde, convaincre tout le monde. Et ça, c'est quand même très efficace. Ça permet de communiquer aussi beaucoup avec ses équipes. Et ensuite, on va définir les différentes conséquences impliquées par cette décision. Pour avoir fait cet exercice plus d'une fois, même un bon nombre de fois, les ADR, ça vous fait prendre du recul, ça vous fait vous remettre en question pas mal aussi, parce qu'on pense parfois arriver avec la solution. On fait l'exercice et on se rend compte que ça n'est pas du tout ce à quoi on pensait. Et pourtant, c'est juste de la logique. C'est aussi très intéressant parce que toutes ces décisions, vous allez pouvoir les archiver dans votre projet ou du moins les rendre disponibles à votre équipe et même à l'extérieur. Et les personnes nouvelles qui arrivent sur votre projet, elles vont pouvoir avoir vraiment un historique de toutes les décisions qui ont été prises, pourquoi elles ont été prises comme ça, et ça vaut de l'or. Je l'ai vu appliqué dans certaines boîtes sur vraiment des choix d'archi purs, et j'ai vu dans d'autres boîtes où c'était vraiment appliqué dans des choix techniques larges, et je trouve que la plus-value, elle est vraiment inestimable. Donc là, on a des outils pour regarder un petit peu ce qu'il y a dans le paysage de la tech, on a des outils pour nous aider à prendre une décision. Et maintenant, comment on fait pour ne pas se prendre un mur? Pour ça, une des options, du moins celle que j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui, c'est l'adoption progressive. Et ça veut dire on ne va pas commencer directement à attaquer la nouvelle techno sur notre gros projet. Ce qu'on va faire, c'est potentiellement des POC, des proof of concept. On va essayer de valider que c'est faisable techniquement avec la techno. On va tester les fonctionnalités clés de la techno aussi, qui nous sont bien vendues par la page marketing qu'on a sur les sites de la techno. Ensuite, on va pouvoir identifier des risques potentiels, parce qu'il faut faire attention, et on va avoir un retour assez rapide. Le but d'un POC, c'est que ça soit court. Mais malgré que ça soit court, parfois c'est un peu compliqué. On a notre PO, notre Scrum Master qui nous dit il n'y a pas le temps de faire ça, on doit travailler sur les features du projet. Du coup, pour ça, vous avez un outil qui s'appelle les spikes. Si vous êtes plutôt en agilité, vous faites du Scrum, vous allez vous dire ok, sur mon sprint de 2 ou 3 semaines, moi je vais prendre un temps court, souvent 2 à 3 jours, et je vais vraiment bosser cette techno à fond, par exemple en faisant un petit POC. Donc c'est un exercice qui est réellement time-boxé. Une fois que j'arrive aux 3 jours, j'arrête et on en discute plus tard. Le but, c'est d'avoir un résultat à la clé. On en discute en sprint review, on voit si on continue, on réessaye, on pousse plus loin, ou si on s'arrête là. Donc votre Scrum Master, il va être content, parce que du coup, vous n'aurez pas tout chamboulé, le temps, il était time-boxé, et du coup, vous n'allez pas trop perturber ses calculs de vélocité, et ça ne devrait rien se passer. Ensuite, le fait de pouvoir adopter progressivement une techno, ça veut dire que ça se prépare en amont. Il faut que le code soit facile à migrer, si c'est un projet qui est déjà existant. Ça veut dire que c'est un code métier qui doit être découplé du framework. Au moins, votre code avec les règles métiers est proche du code du framework. Au plus, vous allez pouvoir le changer un jour. Et on peut aussi se mettre des sécurités pour changer ce framework.
il y a par exemple les tests end-to-end automatisés, donc, où on va faire des tests qui vont venir tester votre application en mode boîte noire. Ça vous permet après de venir changer les rouages de votre application et vous êtes plus ou moins sûr d'avoir pas cassé les features si vos tests sont bien faits. Donc c'est quand même une bonne sécurité. Et enfin, le troisième grand axe dont j'ai envie de vous parler, c'est le fait de ne pas négliger les bases. Bien souvent, on a tendance à parfois faire une formation vraiment à fond sur un framework, sans voir les concepts fondamentaux qui sont en dessous. Et pourtant, c'est là où il y a vraiment une grosse plus-value à aller chercher. Parce qu'en comprenant les concepts fondamentaux, on arrive déjà à mieux comprendre ce qu'apporte le framework, comment il fonctionne. On arrive à mieux comprendre ce qu'un nouveau framework pourrait nous apporter. Et ça nous permet, quand on fait notre veille techno, justement d'être critique, de pouvoir faire la part des choses entre tel élément, c'est du blabla commercial, ça c'est une réelle plus-value, parce que je comprends ce qu'il y a derrière. En fin de compte, maîtriser la hype, c'est avoir une sorte d'équilibre assez délicat entre la passion et la raison. Il ne faut négliger aucun des deux. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il faut rester curieux, c'est qu'il faut tester, adopter, mais de manière progressive, et qu'il faut surtout jamais négliger les bases. J'espère que pendant ce talk, je n'ai pas enfoncé autant de portes ouvertes qu'un influenceur tech sur LinkedIn, mais que j'ai pu vous faire prendre conscience de cette dualité qu'on a dans notre métier, entre la passion et la raison, et que j'ai pu vous donner peut-être des pistes ou des outils qui vous permettront d'éviter les pièges de la hype. C'est tout pour moi.